Eh bien, bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour cette dernière émission de l'année 2020. Et c'est une émission de cœur un peu pour moi que cette dernière émission parce que nous recevons Ronald Sicurel qui est en direct de Suisse, de Lausanne. Et c'est un très beau livre dont on va parler aujourd'hui, un livre de mémoire, Mémoire du Caire, souvenirs d'enfance d'un grand-père juif d'Égypte. Un livre qu'il a écrit pour raconter à sa famille et à son petit-fils, toute cette communauté qui a disparu finalement des Juifs d'Égypte. Et comme moi, je viens aussi de cette Égypte multiculturelle et multiculturelle, donc c'est une émission qui me touche tout particulièrement. Bonjour Ronald et merci d'être là. Bonjour Sandrine, c'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. Alors, Ronald, vous êtes avant d'être l'écrivain de Jolie Mémoire, vous êtes un mathématicien, philosophe, auteur de livres scientifiques. Vous êtes un homme d'affaires et vous êtes aussi un professeur universitaire. On reviendra en fin d'émission sur cette partie de votre carrière et toute l'étude du cerveau sur laquelle vous travaillez qui est passionnante. Mais ce soir, c'est le grand-père juif d'Égypte que nous recevons. Donc, on va parler de l'enfant que vous avez été, parce que vous avez quitté l'Égypte extrêmement jeune. Vous avez fait partie de ces 80 000 juifs de cette communauté qui a quitté ce pays, comme beaucoup d'Européens d'ailleurs. On parle souvent des juifs d'Égypte et beaucoup d'Européens, ceux qu'on connaît, hein, cher Anthony, Dalida, Claude François, il y en aurait tellement. Et c'est cette histoire que vous avez voulu raconter à votre petit-fils, cette Égypte perdue, cette vie perdue. Et alors, j'aimerais, c'est très drôle parce que depuis quelques jours, effectivement, j'ai partagé l'information de cette réunion. Et quand on dit Sicurel, tous les Juifs d'Égypte disent Sicurel, les grands magasins. Donc, vous êtes l'héritier d'un patrimoine, en tout cas, d'un patrimoine culturel. Aucun Juif d'Égypte ne sait qui est votre nom. Il faut rappeler que les grands magasins Sicurel, c'était les Galeries Lafayette du Caire. Hein. Il y avait une succursale à Alexandrie, mais c'était splendide. Et j'invite les gens à aller fouiller sur Google et voir à quoi ressemblait ce grand magasin exceptionnel, prestigieux. C'était d'ailleurs, je pense, la référence de toute cette partie du monde en matière de grands magasins et de mode. Vous avez toujours eu conscience de cela quand vous étiez en Égypte, par exemple, de ce que votre nom signifiait, puis après, quand vous êtes parti? Pas du tout, pas du tout. Quand j'étais en Égypte, pas du tout. Alors pour moi, tout était normal, tout était bien et il n'y avait pas de différence avec qui que ce soit d'autre. Non, non, c'est après coup que je commençais à voir. En fait, l'éducation était un peu différente de ce que nous connaissons ici en Europe. La première chose, c'est que mes parents du moins, mais je crois que toutes les familles orientales et juives en particulier, ne disaient jamais les mauvaises choses aux enfants. Il fallait que les enfants soient préservés, il fallait que tout soit bien, que tout soit au cours. On ne nous disait jamais que quelque chose allait mal. Et non, je n'avais pas conscience que ma famille avait un rôle un peu spécial, différent des autres, pas du tout. Et est-ce qu'aujourd'hui, enfin peut-être pas aujourd'hui, mais est-ce que ça a été à un moment donné un héritage un peu lourd à porter? Non, pas du Non. tout. Pas du tout. Pas Alors, du c'est marrant que vous parliez tout. des mauvaises nouvelles. Ouais. Et une fois parti, euh, j'ai appris qui j'étais après avoir quitté l'Égypte parce que euh, je savais que nous étions une famille juive, mais je ne savais pas très bien ce que ça voulait dire. Mm. C'est seulement en Europe où j'ai demandé à mes parents, mais on me dit que je suis juif. Qu'est-ce que c'est ça? Oui, Et, oui. je ne le savais pas. Pour moi, il y avait des musulmans, des juifs, des chrétiens. La nurse, l'infirmière qui s'occupait de nous principalement, était une Yougoslave catholique et elle m'enseignait à prier le soir avant d'aller me coucher au bord du lit. Et toutes les religions étaient bonnes. Il n'y avait pas tellement de différence. Toutes les On religions va, étaient bonnes. oui, Toutes on va les revenir sur communautés. ça. On va revenir sur ça si vous le voulez bien, parce que c'est vrai que je trouve que Oui. c'est une particularité effectivement de l'éducation juive à l'égyptienne qui était assez, on va dire, assez light et qui incluait le regard sur les autres. C'est pour ça que je dis toujours qu'au-delà d'une ville multiculturelle, c'est une ville multiculturelle, enfin c'est un pays multiculturel. Alors ça m'a fait rire ce matin, pour terminer avec le nom de Sicurel, c'est qu'il y a deux personnes qui m'ont demandé qui était Salvatore Sicurel pour Ronald.
Oui, Donc, je crois que vous pouvez répondre à ces gens-là. c'est mon papa. C'est votre papa. Euh, en fait, les magasins avaient été créés par mon grand-père, Moreno Sicurel, qui venait de Smyrne, d'Izmir, dans les années 1865-70. Et il avait créé les magasins. Il avait 3 fils et une fille. Le premier fils, Salomon, qui était le plus âgé, a repris la direction des magasins lorsqu'il est décédé. Et lorsque Salomon a été assassiné, je crois, dans les années 35-40. C'est ce que vous racontez dans votre livre Oui. également. Et ensuite, mon père a repris la direction des magasins Salvatore. Alors, moi, j'aimerais revenir sur la genèse de ce livre quand même. Pourquoi était-il important de raconter et d'abord, quand vous avez commencé à raconter ça, est-ce que l'idée était d'en faire un livre, de le publier, ou c'était juste d'écrire quelques pages pour faire vivre l'histoire? Non, c'est ma fille Valérie, qui est une fille absolument exceptionnelle. J'ai eu un plaisir énorme à la voir grandir, évoluer. Et un jour, elle me dit, elle a eu un fils, mon petit-fils Ben, et puis elle me dit, tu devrais écrire quelque chose sur la famille et sur l'Égypte pour Ben. Et je me suis dit, elle a raison, parce que sommes-nous sans notre passé? Que sommes-nous sans notre mémoire? Si vous enlevez la mémoire, il ne reste pas grand-chose. Toute notre référence, notre construction de l'avenir, elle se fait sur ce que nous avons mémorisé. Et c'est pour ça qu'il est tellement important aussi d'être fier de son passé, de l'accepter, de le faire partie de soi, parce que c'est à partir de lui que nous pouvons vraiment construire. Je me suis dit, Valérie a raison, il faut que je lui écrive quelque chose. Alors, à partir de là, je l'ai fait très rapidement. Je n'avais pas l'intention au début de le publier comme livre. D'accord. Ensuite, je l'ai fait lire à une ou deux personnes. Ils m'ont dit, mais il faut le publier. Et je l'ai publié. Et curieusement, il s'est vendu beaucoup mieux que la plupart de mes autres livres. Oui, oui, je le vois parce qu'à chaque fois que je poste sur le livre, puisque je rappelle quand même que le livre est en vente aux États-Unis sur Rencontre des auteurs francophones, et c'est vrai qu'à chaque fois que je le poste, il y a beaucoup de gens qui réagissent en disant j'ai adoré votre livre, j'ai lu plusieurs fois, donc on voit qu'il y a déjà nombre de gens qui ont déjà lu ce livre depuis sa sortie. Moi, j'ai envie de vous demander, vous avez écrit pour Ben, mais est-ce que vous avez raconté à Valérie au fil des années toute cette histoire? Alors, Valérie, d'abord, elle n'a presque pas connu mon père. Mon père est décédé lorsqu'elle avait 4 ans, mais elle a bien connu ma mère. Donc, elle a beaucoup d'histoires de la famille qui lui viennent par ma mère. Et puis, c'est une fille curieuse. Alors, elle se documente, elle apprend des choses et souvent, elle connaît des membres de ma famille que moi, je ne connais pas. Oui, c'est ce besoin qu'on a, je crois, notre génération de relier. Oui, elle reconstruit quelque chose que moi, je n'ai pas construit. Quelque part, on était très isolés, ma génération. On ne s'est pas retrouvés. La génération d'après, ils ont tendance à se retrouver beaucoup plus que nous l'avions fait. Oui, d'ailleurs, c'est pour ça que moi, j'ai monté sur Facebook un groupe des enfants des Juifs d'Égypte, avec ce besoin, certainement comme Valérie, de se retrouver. Et on a commencé avec 2 cousins, on est 1800 membres aujourd'hui. Donc, je crois qu'il y a effectivement ce besoin de se dire aussi que voilà, c'est une communauté qui a disparu, donc il faut continuer de la faire vivre. Et je pense que c'est ce que vous avez fait aussi avec Mémoire du Caire. D'ailleurs, est-ce que ces souvenirs, parce que vous étiez jeune quand vous êtes parti, ces souvenirs, c'est les vôtres ou c'est aussi un mélange de ce qu'on vous a raconté, que vous vous êtes approprié, consciemment ou pas? Des fois, on a l'impression presque d'avoir vécu les choses qu'on nous les raconte. Alors, la mémoire est une chose curieuse. D'abord, il y a des choses dont je me souviens, il y a des choses dont je crois me souvenir, mais en fait, je me souviens qu'on m'a raconté. Oui. Il y a des choses dont je suis sûr et qui sont totalement impossibles. Par exemple, je suis sûr que dans le bassin au fond du jardin à Méhadi, c'est une banlieue du Caire où nous habitions lorsque j'avais moins de 7 ans, j'étais sûr qu'il y avait un poisson tellement grand que sa tête et sa queue sortaient des 2 côtés du
du bassin. Mais évidemment, c'est pas une chose sur laquelle on va me croire. Mais donc les souvenirs, c'est quelque chose absolument curieux. Alors, là, il y a tout un mélange. Et d'ailleurs, c'est un problème. J'ai eu une envie irrésistible à un moment donné de retourner au Caire. Depuis 56, je n'étais pas retourné pendant 30 ans. Mais l'envie, c'était de vérifier est-ce que mes souvenirs sont corrects ou est-ce que je me raconte des histoires. Qu'est-ce qui existe de ce que j'ai vraiment en tête? Et Sachant qu'en 30 ans, le Caire a énormément changé, donc c'était pas toujours évident de retrouver des souvenirs de votre passé. alors, oui, je crois qu'en 56, il y avait 2 millions d'habitants et 30 ans après, il devait y en avoir 15 millions, des choses comme ça. Donc, ça a beaucoup changé. Alors, là, ça fait une impression curieuse parce que, évidemment, vous vous sentez chez vous, vous reconnaissez les rues, mais elles ne sont pas exactement comme elles devraient être. Et il y a des émotions, des fois. Par exemple, je me souviens, je marchais sur une rue que je me disais, mais je reconnais cette rue. J'étais seul, je marchais là, et tout d'un coup, je me tourne et je vois un portail, et sur le portail, c'était marqué garçon. Et L'école. ça m'a déclenché une crise de larmes, vous ne pouvez pas imaginer. C'était la porte d'entrée garçon du lycée français du Caire, C'est que je voyais intéressant, ouais. tous les jours, mais en la voyant tout d'un coup, il y a eu une explosion d'émotions qui était absolument invraisemblable. Je crois que c'est une chance extraordinaire d'avoir pu vivre ça. Qui sont les gens qui, qui ont quitté quelque chose et l'ont retrouvé 30 ans après et ont pu goûter à cette qualité d'émotion qui viennent à ce moment-là? C'est invraisemblable. Oui, c'est vrai qu'il y a peu de gens qui sont retournés en vérité. Il y a quelques pèlerinages qui se font de temps en temps. D'ailleurs, l'année dernière, la grande synagogue d'Alexandrie, il faut reconnaître ça, a été complètement restaurée. Il y a eu plusieurs voyages. Il y a peu de gens qui y sont retournés. Et moi, je garde en tête des images que j'ai eues jeune. D'un reportage télévisé, on voyait Dalida revenir au Caire Oui, et voir sa maison et être effondré de ce que le Caire était devenu. Alors, je crois que je fais partie de ces gens qui se disent, j'ai pas envie d'aller voir ce qu'est devenu l'Égypte ah oui, d'aujourd'hui. il y a Mais beaucoup de gens ouais, qui n'y retournent pas. Hein. ouais. Moi, je suis Mais retourné. vous êtes allé plusieurs fois en plus, Ah, hein. oui, c'est très Mm. souvent. Et d'ailleurs, alors c'était une question que je réservais pour plus tard, mais elle me vient du coup. J'ai trouvé qu'il y avait deux choses très belles, très émouvantes que vous racontez sur ces retours. D'abord, la fois où vous êtes retourné dans le bureau de votre père, Ah oui, personne n'avait repris ce bureau. Il y a une espèce de mémoire de Salvatore. C'était très émouvant, ça. c'est incroyable. J'étais en Indonésie et je reçois un coup de fil d'un ami indien qui, qui me dit écoute, je suis au Caire et je vois ton nom partout. Comment ça se fait? C'est drôle. J'ai dit c'est à cause des magasins. Il me dit écoute, tu dois venir ici absolument tout de suite. Voilà. Et effectivement, j'ai pris l'avion et je l'ai retrouvé au Caire. Et il m'a pris par la main et il m'a tiré dans des magasins principaux euh, au centre du Caire, qui existaient encore à l'époque. C'était avant que la banque les rachète. Ah, Euh, le magasin n'existe plus aujourd'hui? non, ça a été transformé en banque. C'est la banque Faisal, Hmm. Faisal hein, qui a repris ces magasins-là. Il y en a d'autres, mais ceux-là, c'est la banque Faisal. Et j'ai été accueilli, vous savez comment sont les Égyptiens, ils m'embrassent, Ouais. me serraient les pieds. Et petit à petit, ils m'ont amené au dernier étage où il y avait les bureaux administratifs. Et d'ailleurs, j'ai le film si ça vous intéresse, parce qu'ils ont Oui, filmé ça. Je vous l'envoie, c'est avec plaisir. extrêmement émouvant. Ouais, Et j'imagine. il m'explique dans ce bureau, il y avait Sylvain, dans ce bureau, il y avait la secrétaire de monsieur. Ce monsieur qui était directeur travaillait déjà à l'époque de mon père dans les magasins. Wow. Et puis, ils envoient chercher une clé. Et au bout d'un quart d'heure, ils trouvent une clé, ils arrivent à m'ouvrir la porte du bureau de mon père, qui n'avait pas ouvert depuis 40 ans. Incroyable. Il Incroyable. n'avait pas. Mais dans quel pays ça existe, ça? Et il y avait encore toutes les affaires de mon père là sur. Ah, quelle émotion.
Ouais, Mais d'ailleurs, vous avez, voilà, vous le racontez, vous avez parlé aux Égyptiens. Et c'est vrai que souvent, quand on parle aux Égyptiens d'autres religions qui sont toujours là-bas, euh, il y a une nostalgie de toute cette époque, de l'époque des Européens et des Juifs. Moi, je me souviens, quand mes grands-parents sont partis en Israël, la bonne a voulu les suivre parce que voilà, et ça faisait partie de la famille. Il y avait oui. une relation entre les communautés qui était juste extraordinaire. Et donc, ce que vous racontez là, c'est vrai que c'est assez puissant. Vous avez rencontré quand même pas mal d'Égyptiens de cette génération qui vous ont tenu ce discours. Revenez. D'ailleurs, si je vais vous laisser répondre, mais je vais faire un petit lien avec une autre histoire que j'ai adorée dans votre livre, c'est celle de la lettre de Sadat. Je vais vous laisser en parler. Oui. Euh, je crois que c'est une semaine ou quelques semaines après la mort de mon père que cette lettre est arrivée. Et ma mère me l'a donnée. Et effectivement, Sadat disait revenez en Égypte. Et le ton était extrêmement accueillant. Et je lui ai répondu que malheureusement, mon père est mort 2 ou 3 semaines avant ça. Ouais, Oui, alors, pour les plus jeunes qui nous écoutent, donc Anwar el-Sadat était le président égyptien et qui a conclu la paix avec Israël et qui a été assassiné pour l'avoir fait d'ailleurs quelques temps après. Alors, dans votre livre, il y a des photos aussi. Alors, on le voit mal ici, mais il y a des très belles photos et je trouve que on ressent dans ces photos vraiment la vie de Petit Prince que vous avez eu sans aucun jugement, mais c'est vrai que cette vie à l'ombre dénéfliée, on la sent dans ces photos. Et je pense elles témoignent de ce que vous avez vécu, de ce que beaucoup ont vécu, et elles renforcent votre récit. Donc, je trouve que c'est vraiment bien d'avoir mis des photos. Moi, j'aimerais revenir sur quelque chose dont vous avez parlé en début d'interview. Vous parliez des religions et vous racontiez que vous ne venez pas d'une famille très religieuse, comme beaucoup de la communauté juive égyptienne, qui pourtant avait une place importante dans la communauté. C'était une place plus sociale que religieuse. Euh, et, euh, et c'est vrai que votre papa avait des responsabilités également dans la communauté, mais n'était pas extrêmement pratiquant. Et c'est comme ça que vous avez été élevé avec les 3 fêtes. Vous racontez que de temps en temps, vous fêtiez les fêtes des uns, des autres. Voilà, il y a une espèce de respect mutuel des religions. C'était l'Égypte d'hier. J'aimerais bien que vous m'en parliez un peu. Oui, oui, c'était surprenant pour moi, après coup, d'apprendre que mon père était, je crois qu'il était président de la communauté israélite du Caire. Et comment pouvait-il être président de la communauté israélite alors qu'il était si peu religieux? Je pense qu'il était croyant, mais il ne pratiquait pas. De temps en temps, il nous parlait de religion, mais extrêmement rarement. Et en fait, en arrivant en Europe, je connaissais beaucoup plus de choses de la religion catholique que je ne connaissais de la religion juive. Parce que Votre nurse, ouais, nurse on va revenir sur elle parce que c'est extraordinaire, cette femme. m'expliquait tout. Et puis, elle m'amenait, en arrivant en Europe, elle m'amenait aussi à l'église de temps en temps. Et j'étais assez content d'y aller. Et pour moi, il n'y avait pas tellement de différence, que ce soit l'un, l'autre. Oui, alors, je pense qu'il y avait une vie sociale dans la communauté. Je pense que Oui, la plupart de ces Juifs d'Égypte le vivaient comme effectivement, ça faisait partie intégrante de leur vie sociale, peut-être plus que de leur vie, de leur vie religieuse et de leur implication religieuse. Je pense que c'est comme ça qu'ils le vivaient. Et qu'est-ce que vous avez fait justement de cet héritage culturel est-ce que vous estimez avoir, enfin, que cette éducation, cette ouverture sur la tolérance vous a servi, vous a guidé tout au long de votre vie? D'avoir été élevé comme ça, avec plein de religions, avec des gens de cultures différentes. J'imagine qu'à l'école, vous aviez aussi des petits copains de partout. je pense que ça m'a énormément aidé, énormément aidé. Je pense que c'est extrêmement utile parce que d'abord, j'arrivais à me sentir plus ou moins à l'aise dans n'importe quel pays du monde. J'ai eu l'occasion de voyager un peu partout, en Asie, en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, et je n'ai aucun problème à converser, à échanger avec des gens de cultures absolument différentes. Au contraire, ça excite ma curiosité et mon intérêt. Donc, je pense que c'était extrêmement favorable. D'ailleurs, c'est une des choses qui
qui m'étouffait un petit peu en arrivant, surtout en Suisse, c'est cet aspect beaucoup plus étriqué, avec une vision peu étroite. J'avais toujours envie de dire, mais tu sais, il y a d'autres choses aussi, il n'y a pas que ça. Il y a un autre monde, il y a des gens qui pensent autrement. Euh, et depuis, peut-être, je suis toujours très méfiant vers les gens qui ont trop de certitudes. Oui. Oui, je comprends. Je pose les questions aux réponses. Alors, vous parliez aussi plusieurs langues, comme beaucoup aussi Tout le monde d'Européens parle d'Égypte. plusieurs langues, oui. Vous En parliez, Égypte, à la maison, vous parliez quoi? Vous parliez le français et l'arabe avec… je parlais le français, un peu l'arabe, bien Mhm. sûr, l'italien, avec la Norse, un peu de yougoslave aussi. Ah oui. Euh, l'anglais. Oui, donc ça vous a permis… En fait, on dit le français, l'anglais, l'italien, mais c'était italien d'Égypte, anglais d'Égypte, français d'Égypte. Ça veut dire un espèce de grand mélange où on prenait le mot de la langue qui convenait le mieux à ce qu'on avait vraiment à dire sur le moment. Euh, D'ailleurs, je regrette de ne plus entendre ma mère parler en français parce que c'était autre chose. Mais on entend dans votre livre les chéris avec le R qui Ah oui. roule et cet accent qui est proche de l'accent libanais d'ailleurs, je trouve, mais c'est un accent particulier. Et c'est vrai que moi, mes tantes, quand je les avais au téléphone, c'était l'Égypte. Voilà, 30 ans après, on retrouvait toute cette Égypte et cet accent si particulier. Mais tout ça, ça a disparu. Ouais. Ouais. Alors, autre chose, donc vous parlez de… Donc vous êtes le premier garçon, vous êtes l'héritier. Vous avez une place particulière dans la famille, vous en parlez justement, de place particulière du garçon que mon papa a connu aussi. C'était le premier garçon après 4 filles et il a toujours dit que c'était un petit prince. Et on sent bien que vous étiez un petit prince. Comment vous… est-ce que vous avez gardé toute cette place privilégiée auprès de vos parents, ou est-ce qu'avec l'âge, le fait que vous soyez devenu un adulte, ça a un petit peu changé? Comment ça se passe et comment vous avez intégré cette notion pour peut-être ne pas la reproduire avec vos enfants? Enfin, voilà, comment vous l'avez ressenti, comment vous l'avez transmise, pour résumer tout ça? J'ai une sœur qui est une femme absolument adorable et formidable, qu'elle habite à Buenos Aires, en Argentine. Je la vois malheureusement pas souvent, mais si elle a l'occasion d'écouter ça, je l'embrasse par votre intermédiaire. Et en discutant avec elle, je me suis aperçu qu'elle n'avait pas du tout la même opinion que moi sur toutes sortes de choses. Je lui disais, mais notre enfance était heureuse, c'était fantastique. Elle me dit, non, pas du tout. Pas du tout. Quelle horreur. J'étais maltraité. Et je me suis aperçu que moi, j'avais toujours été mis en avant et elle, pas du tout. Et elle en avait souffert et moi, je ne m'en étais pas aperçu. Donc, oui, parce que c'était différent. Le premier garçon et le garçon, c'était différent. Les filles, ça venait après. Mais évidemment, quand nous sommes arrivés en Europe, tout ça, ça a disparu complètement. Oui, c'était ça ma question aussi. Est-ce que donc tout ça s'est écroué? D'abord, il n'y avait plus l'héritage des magasins, donc l'héritier pour prendre la suite. Donc, les choses se sont aplanies en Europe, chez vous? Ma mère avait une amie qui s'appelait Lutfia El Nadi. C'était la première aviatrice d'Égypte. Une femme que j'ai adorée parce que elle m'a ouvert le goût de l'aviation. Elle prétendait à ma mère qu'elle m'amenait au cinéma, mais en fait, on allait à la piste d'aviation faire un petit tour sur les pyramides. Elle me disait toujours, tu sais, je t'ai vu naître. Et c'était comme si c'était un miracle de m'avoir vu naître. Et à l'époque, je croyais que c'était effectivement un miracle. C'était un miracle, oui. Après coup, je me suis dit que le miracle était quand même pas si miraculeux que ça. Alors, dans ce livre, et avec les photos notamment, on plonge vraiment dans votre quotidien, dans la maison du village résidentiel de Mehdi, avec son jardin réservé aux enfants, le jardin réservé aux parents, les tâches pour les enfants, cette vie, comme je dis, à nombre d'éléphiliers,
douce, plaisante, le chauffeur, la nurse européenne, parce que c'était pas les parents qui élevaient les enfants, ça on va Non, revenir non, dessus, c'était pas non. les parents. Vous étiez à quelques pas du désert, du golfe. C'était une vie de petit prince. Est-ce que vous l'avez raconté cette vie à Valérie avant de le raconter à Ben? Vous lui avez parlé de cette vie? Pas vraiment. Peut-être ma mère l'a raconté plus que moi. Euh, En fait, je suis retourné à Méadi. Mm. Il y a plus de villas. Il n'y a que des immeubles résidentiels. Et ça fait partie du Caire maintenant. Ce n'est plus du tout la même chose. Ce n'est plus vraiment en bordure du désert. Euh, non, mais j'ai été avec Valérie, j'étais aussi avec mon autre fille en Égypte. Euh, il y a un besoin de montrer à ses propres enfants ce passé, ce pays. Euh, comment dire, venant d'Égypte, avec les pyramides, le désert, les, les musées, le sphinx, et tout ce passé devant ses yeux, euh, on trouve que l'histoire en Europe, c'est quelque chose d'un peu mince, un peu fin, un peu léger. Euh, Lorsque même l'histoire des religions, euh, c'est un peu léger comparé à ce qu'on peut ressentir en Égypte. Ouais. Mm. Il y a, il y a- il y a- il y a- il y a de la nostalgie dans ce livre, hein, clairement. Hein. Moi, j'ai beaucoup aimé l'indolence des fins de journée dans le jardin de vos parents. J'ai voyé cette scène en la lisant, c'est juste extraordinaire. Puis ces grandes tablées de cousins, le week-end, tous ces goûters, ça vous a marqué. Il y a aussi les journées au cabanon sur la plage, les étés dans l'appartement d'Alexandrie. Est-ce qu'elle a toujours été vivace, cette nostalgie, ou est-ce qu'avec l'âge, et puis en écrivant ces pages, elle est remontée à la surface? Est-ce qu'en écrivant ça, vous êtes replongé dans cette Égypte perdue? Bah, il y a eu probablement plusieurs phases. Il y a eu une phase d'incompréhension. Euh, si c'était si bien, pourquoi est-ce que nous sommes partis? Mhm. euh, Si ton père était quelqu'un de si bien, pourquoi est-ce qu'on l'a chassé? euh, Et puis, il ne peut pas avoir raison et tous les autres ont tort. Donc, il y a eu une phase comme ça. Et puis, Les jeunes, c'était les années oui, qui ont oui, suivi. dans l'adolescence. Et puis, il y a eu une phase où j'ai vraiment fait un effort d'être suisse. J'ai essayé d'avoir l'accent vaudois le plus possible. J'ai essayé de limiter mon vocabulaire parce que le vocabulaire égyptien était évidemment beaucoup plus riche. Le français d'Égypte était extrêmement riche. J'ai essayé de le limiter de manière à m'adapter au. Je me rendais bien compte que je ne me faisais pas comprendre convenablement. Alors, il y a eu cette phase de vouloir absolument faire son service militaire, être comme les autres, avoir l'accent local, jusqu'au moment où on s'aperçoit que ça ne marche pas. Je n'y arrive pas vraiment. Ce n'est pas tout à fait moi. Alors, alors on va rechercher en Égypte. Est-ce que j'ai plus de racines vraiment là-bas? Et c'est difficile de trouver son propre équilibre. Difficile. Mais c'est tellement enrichissant de pouvoir le faire. C'est intéressant que vous parliez Mais en du fait, français. Allez-y, Ronald. pardon, non, je disais, je vois un peu la vie avec le recul de l'âge, je vois un peu la vie comme tout un tas de tâches dont on ne comprend pas les connexions au moment où on les vit. Il y a l'Égypte, il y a une vie que maintenant je considérerais très très luxueuse, mais à l'époque il me semblait tout à fait normal, la vie de tout le monde. Euh, une vie d'études, une vie de business, des rencontres, et toutes ces tâches qui semblent des fois isolées, on a de la peine à les reconnecter. Et c'est seulement avec l'âge que petit à petit, on se rend compte que toutes ces choses qui, prises une après l'autre, ne font pas de sens, euh, commencent à faire sens comme un tout. Et en s'apercevant petit à petit du sens que
du sens du tout que cela prend, c'est là où on fait un pas de plus pour se découvrir soi. Et ce qui fait que chaque individu est unique, avec justement ces différents étages des différentes vies Oui. passées. Par Euh, exemple, je vous parlais de Lutfia et de l'aviation. Je pense que sans elle, peut-être que je ne me serais même pas intéressé aux sciences. Ah oui, c'est intéressant, parce qu'on va en revenir, mais vous êtes intéressé très tôt et vous avez excellé dans les sciences. Moi, j'aimerais revenir, vous avez parlé tout à l'heure de la grand-mère à l'italienne, la nonna. D'ailleurs, je n'ai jamais Oui, compris pourquoi tous les juifs égyptiens, italiens ou pas, appelaient leur grand-mère nonna. Je ne sais pas, mais c'est effectivement comme ça qu'on appelait nos grand-mères. Euh, et qu'est-ce que vous avez gardé, alors peut-être pas en arrivant, mais peut-être avec le temps, des traditions, de la culture? Est-ce qu'il y a des choses que vous cuisinez? Est-ce qu'il y a des choses que même que vous aimez acheter dans des pâtisseries orientales? Je ne sais pas, est-ce qu'il y a quelque chose, des petites madeleines de Proust comme ça qui émaillent votre existence? alors, du temps où ma mère était vivante et cuisinait encore, évidemment, elle nous faisait un tas de plats orientaux et c'était un plaisir, un plaisir. Mais euh, ma fille fait de temps en temps de la mollejeia. Oh, magnifique. Et je dois dire, j'en raffole, mais elle le fait malheureusement trop rarement, elle a ses occupations. Mais C'est intéressant de voir que votre fille fait enfin moi je fais la molokhia, je fais les gambas, enfin je fais la cuisine égyptienne que j'ai finalement peu mangé chez moi. Et donc c'est intéressant de voir que notre génération essaye de s'approprier les souvenirs de la génération de nos parents, comme pour la rendre encore vivace. Je trouve ça intéressant que votre fils se fasse la même chose. Parce qu'il oui, faut quand même dire que la plupart des Égyptiens, on en parlait en début d'émission, se sont vraiment fondus dans leur nouvelle patrie. À la différence peut-être des Juifs d'Afrique du Nord, il y a vraiment eu cette volonté de se couler là où ils sont arrivés. Vous parliez tout à l'heure du français impeccable, mais c'est vrai que moi, mon papa, au lycée d'Alexandrie, au lycée français, il lisait tous les auteurs français, à tel point que quand il est venu la première fois à Paris, il a pris ses livres de Zola, etc. Et il a fait le tour de Paris avec les livres de son enfance. Donc, c'est vrai qu'il y avait une approche de la culture d'ailleurs plus globale que de la culture générale. Je trouve qu'il y avait une approche de la culture générale qui était énorme, très riche. c'est incroyable, hein, Mm. c'est vrai. Oui. Alors, il y a une femme qui a beaucoup compté dans votre vie, vous en avez parlé tout à l'heure, c'est Milka, cette jeune Ah, infirmière yougoslave qui est restée 50 ans au service des Curiel. Cette femme, elle vous a tout donné à votre famille, presque, je vais aller un peu loin, presque en sacrifiant la sienne, puisqu'elle est restée à vos côtés toute sa vie. complètement, complètement. En fait, mes parents l'avaient engagée avant ma naissance pour attendre ma naissance. Et Elle donc, n'était pas nurse, hein, c'est ça, elle était infirmière, elle avait un rôle un petit peu différent de la nurse. elle était infirmière Mm. de Trieste, donc elle était entre l'Italie et la Yougoslavie à l'époque, mais du côté yougoslave. Et elle est venue en Égypte pour, à l'occasion ma naissance. C'est ça, ils l'ont fait venir d'Europe pour s'occuper de vous. Oui. Et lorsque nous avons quitté l'Égypte en 1956, elle nous a accompagnés. Et elle est restée elle a vécu à Lausanne avec mes parents et elle est repartie dans sa famille une année avant de mourir. Waouh, Donc, c'est une belle c'est histoire. C'est une belle histoire. une incroyable histoire. C'est une personnalité incroyable, comme on en. Oui, il y a des photos de Milka dans le livre d'ailleurs. Mais en Ouais, fait, ma grand-mère, ma nonne, la mère de ma mère, avait une dame comme ça aussi une Yougoslave qui s'appelait Adele et qui a vécu 60 ans dans la famille de ma grand-mère. je crois que de mon côté, si mes grands-parents n'étaient pas partis en Israël, je pense qu'effectivement, les gens qui travaillaient pour eux seraient restés avec eux. C'est vrai, comme vous le dites, d'abord, il y avait un respect des gens qui travaillaient pour eux. Je veux dire, Ah oui, enfin, c'est pas ce qu'on lit partout, mais c'est vrai que toutes les familles que je connais qui ont eu des gens à leur service les ont traités comme de la famille, quoi. Et, ah,
il y avait ce respect qui était… C'est un mot, je trouve, qui qualifie beaucoup les Juifs d'Égypte, ce mot de respect. Oui, Alors, il y a l'Europe qui est important. On en parlait avant de commencer cette émission. L'Europe, c'est vos vacances en Suisse. C'est votre papa qui a étudié en Suisse. D'ailleurs, ça lui servira plus tard. Il ne le savait pas, mais ça l'aidera. Il y a l'importance de l'Europe dans toutes les grandes familles d'Égypte. Moi, c'est ce que je vous racontais. J'ai compris ça il y a quelques mois en retrouvant une amie de mon papa, à qui j'ai dit, mais pourquoi mon père est parti étudier en France, lui qui était chouchouté comme vous, hein, le petit prince de la famille, pourquoi il est parti si loin des siens? Et elle m'a dit, mais c'était comme ça, Sandrine. Les grandes familles allaient étudier en Europe et souvent en France. oui, Donc, vous avez connu ça aussi, votre papa oui, a eu ce oui, parcours. oui, oui. Et, Mais je n'ai pas connu cette période de la vie de mon père parce qu'il bien avait sûr. déjà 55 ans lorsque je suis né. Donc il y avait une très grande différence d'âge entre mon père et moi. Il avait été marié, mais je l'ai appris après sa mort. Il avait été marié avant d'être marié à ma mère. Moi Euh, aussi, j'ai le même secret de famille, je vous rassure. et il avait divorcé pendant la guerre. Euh, mais toute la famille, et d'ailleurs l'ensemble des relations, me reflétait une image de mon père comme d'un être, d'un Dieu sur terre. Oui. Oui. Je Euh, pense de toute façon, pour et, diriger ce qu'il a dirigé, il fallait avoir une personnalité assez importante. Hein. il était un grand sportif, il était champion olympique de fleuret, d'escrime, il était entrepreneur, il était golfeur, et c'était, moi je dois dire, j'ai beaucoup de respect pour lui, parce que je le vois comme un homme très droit, ne se plaignant jamais, je ne l'ai jamais entendu se plaindre. On va en parler de ça, ça m'a vraiment marqué, ça m'a vraiment touché, vous en parlez dans votre livre. On va en parler, si vous Ah voulez oui. bien, Ronald, après, de ce respect que vous avez pour votre père. Moi, puisqu'on parlait de la France, euh, votre histoire familiale est un peu aussi liée à l'histoire de France. Alors, c'est une anecdote, mais je trouve qu'on tombe dessus comme ça au fil des pages. On se dit, ah oui, quand même, parce qu'en vérité, c'est votre cousine, je crois, Judith, qui avait quitté l'Égypte pour la France. Elle a épousé en 1933 un avocat qui va devenir quand même une figure historique de la France. Lily, ma cousine germaine. Oui. Alors, Oui. je vais vous laisser nous dire avec qui elle était mariée quand même. Ah oui, non, bah, quand elle s'est mariée, il était jeune avocat, mais Oui. Pierre Mendès France. Voilà. Donc, Donc, enfin, on trouve quand même cette information qui est une anecdote, mais comme ça, au fil des pages, on se dit, ah oui, quand même. Donc, la famille a aussi marqué l'histoire de France, même par alliance, quoi. oui, et très curieusement, je me suis toujours dit si Pierre Mendès France était resté plus longtemps au gouvernement, des événements auraient peut-être été tout à fait différents parce que cette guerre israélo-franco-britannique Mm, ne serait pas passée comme ça ou aurait été différente. intéressant. Mm. Alors, premier soulèvement, vous quittez la petite ville où vous habitez, votre père préfère que vous viviez dans une ville plus importante pour des questions de sécurité, donc vous arrivez à Samalek. Rien ne change vraiment, la vie continue d'être les week-ends Oui, entre c'est pas cousins, le qu'il sporting. préfère, Sandrine, c'est pas qu'il a préféré. Il y a des événements que j'ai appris après coup, mais sur le moment, j'allais dans une petite école anglaise à Méadi, et un jour, on est venu me chercher en classe, on m'a dit, tu rentres à la maison. On m'a ramené à la maison, mais il n'y avait personne là. Euh, on m'a amené dans ma chambre qui était tout en haut, et à partir de ce jour-là, je ne suis plus retourné à l'école. Et on a déménagé, on est allé au Caire. Mais Ce qui pourquoi s'est c'était passé, pour… Oui. c'est qu'ils avaient, en 52, ils ont incendié les magasins et il y a eu l'incendie général du Caire, les grands hôtels, beaucoup de grands magasins, beaucoup de propriétés juives ont été incendiées. Et à partir de ce moment-là, mon père se déplaçait uniquement avec des gardes, des policiers armés, donc c'était trop risqué de rester à Méadi.
Oui, alors, il y avait, et en plus, il y avait déjà une première alerte puisque le magasin avait connu un attentat à la bombe des Oui, frères musulmans et que votre oui, père a reconstruit le magasin. Après, donc, vous en parlez là, le Caire à feu et à sang, avec les soulèvements, l'abdication du roi Farouk qui n'a pas aidé, l'arrivée de Nasser, la confiscation des biens juifs. Beaucoup de juifs qui se sont retrouvés en prison aussi, emprisonnés pour plusieurs mois, voire des années. Et pourtant, votre père, il a eu du mal à partir parce que l'Égypte, vous en parliez tout à l'heure, l'Égypte, c'était chez lui, donc il a combattu dans l'armée égyptienne. Il a été champion olympique, vous en parliez de fleuret. Et puis, il était investi dans la vie égyptienne. Alors, pas que dans la communauté, il était investi ah oui, dans la vie institutionnelle égyptienne. ah Donc, oui, pour lui, c'est, lui était on a très vraiment, on a vraiment l'impression que jusqu'au dernier moment, il s'est battu pour ne pas partir. Et il vous a parlé de tout ça après, plus tard, quand vous étiez non, adulte? Non. non, il ne m'en a jamais parlé. Euh, une fois, on a eu une discussion où je lui disais, mais on ne va pas retourner en Égypte. Et il m'a dit, la page est tournée. Ouais. Tu sais ce que ça veut dire, mon fils? La page est tournée. C'est la seule chose. Qu'est-ce qui l'a fait changer d'avis? C'est vraiment parce que ça devenait extrêmement dangereux pour sa famille. C'était pour vous protéger, j'imagine. Parce qu'il est Oui, parti sans oui, rien. Enfin, comme tout le monde, hein, il est oui, parti comme tout le monde. Ouais. comme En tout fait, le monde. on est parti assez curieusement parce que un matin, au lieu de m'amener au lycée, euh, ma mère nous a mis dans la voiture avec mon père. On est partis tous les quatre à l'aéroport. Et il y avait un avion de Swissair sur la piste là-bas. À l'époque, on pouvait accéder sur la piste Oui, avec la voiture. Et on est descendu de la voiture avec une valise ou je ne sais pas ce qu'on avait en main. Et on marche vers l'avion. Et c'est des souvenirs d'enfance, donc c'est peut-être tout faux ce que je vous raconte, mais c'est comme ça que je le vois. Ma soeur le voit de la même manière, donc il y a quelque chose de il y a juste. des choses de vraies, oui. Et tout d'un coup, il y a deux messieurs qui arrivent et qui arrêtent mon père. Et mon père dit, courez, courez, courez. Et puis ma mère nous tire, on court, tout le monde pleure, on monte dans l'avion et mon père, ils l'ont emmené, ils l'ont emmené. Et nous, on est partis. C'est un On est choc. parti en culotte courte. On est arrivé à Genève sous la neige. C'était en janvier. Et Et c'était un choc pour le petit garçon que vous étiez. Vous avez des souvenirs de ce choc? Ça avait ah été oui, c'est un choc. qu'allait devenir votre père. C'est-à-dire vous ne saviez pas, et C'est un votre choc. mère non plus, elle n'allait pas savoir quand vous alliez le revoir et si vous alliez le revoir finalement. Et alors, je crois on avait rien du tout parce que ma mère a dû aller vendre une bague ou je ne sais pas ce elle a fait pour qu'on aille à l'hôtel. On a trouvé un petit hôtel à Genève. Et puis, Ouais, vous avez vécu des mois dans une petite chambre d'hôtel. C'était la première fois de votre vie que vous étiez confronté au manque d'argent. Comme vous dites, votre maman a vendu des bijoux pour et, vivre pendant des mois. et incroyablement, on y était confrontés, mais nous, enfants, on n'y était pas Ouais. confrontés. J'ai Et aperçu. alors, ce que vous ne dites pas dans dans votre livre témoignage, Ronald, c'est où était votre père pendant tous ces mois? Est-ce qu'il a été arrêté? Est-ce qu'il a été emprisonné? C'est un mystère. Je crois que je ne Ah, saurai d'accord. jamais. Je crois que je ne saurai jamais. Peut-être qu'il a été arrêté, peut-être, mais je ne crois pas. Les seules personnes qui auraient pu me dire qui sont toutes mortes, Professionnel. sont toutes mortes. Je ne crois pas qu'il a été vraiment arrêté, mais le fait est qu'il ne pouvait pas partir parce que les communications téléphoniques à l'époque étaient très difficiles. Donc il fallait demander la communication et un ou deux jours après, l'opérateur vous rappelait pour vous dire voilà, vous avez votre communication avec le Caire. Et donc ma mère lui parlait une fois chaque 2, 3 semaines Oui. comme ça, mais c'était assez difficile. Assez Alors, difficile. alors, après la Suisse, il y a quand même eu un épisode en Italie. C'est votre père, grâce à des relations, a réussi à trouver un job, j'ai presque envie de dire un petit travail en Italie à Milan. Donc vous voilà tous déplacés sur Milan. Et vous dites que vous vivez un peu comme une famille moyenne italienne. Est-ce que à ce moment-là, vous n'aviez toujours pas conscience de ce que vous avez perdu? Et si Non, oui, est-ce que c'est non, donc cette vie n'était pas un problème? Ces 2 ans passés à Milan ont été une vie plutôt sympa, plutôt celle d'un enfant dans
dans une vie équilibrée avec un appartement, un papa qui travaillait, une maman qui cuisinait. C'est un peu ça. Euh, c'était quand même moyenne supérieure parce que c'était pas un petit job quand même. Il y a des magasins en Italie, une chaîne qui s'appelle Rinascente, et il était directeur de la Rinascente. Donc, D'accord. c'est une grande chaîne de magasins. Et à l'époque, c'était une famille Borletti qui était propriétaire de ces magasins, qui étaient des amis de mon père depuis longtemps. Donc, les relations ont quand même facilité énormément les choses par rapport à des immigrés. Classique. Et alors, ce qui a dû aider, enfin, j'imagine, c'est aussi que d'autres membres de la famille sont arrivés en Italie à ce moment-là, donc vous êtes Oui, senti moins seul. ma grand-mère est arrivée. Il y a beaucoup d'employés des magasins qui sont venus aussi. J'ai entendu que plus d'un millier d'employés des magasins Waouh! Ah oui, c'est énorme. sont venus en Europe. Donc, il y avait quand même beaucoup de monde qui défilait, beaucoup euh, euh, parties éloignées de la famille qu'on rencontrait et d'autres qu'on a perdu de vue. Donc, Alors, on a l'impression qu'à Milan, la vie se reconstruit, qu'elle est plutôt sympa. Et oui, puis, coup de théâtre, retour sur la Suisse, sur Lausanne, où votre père accepte un nouvel emploi. Et il a 68 ans à ce moment-là. Et vous dites qu'il accepte un poste moyen avec humilité et courage. J'ai trouvé ça très beau, parce que c'est vrai qu'à 68 ans, recommencer de nouveau pour élever sa famille, pour subvenir à ses besoins. Et ce mot de courage et d'humilité, enfin, ces mots sont forts, je trouve. Est-ce oui. que, est-ce que vous avez l'impression quand même que toutes ces épreuves ont pesé sur la famille? Est-ce qu'elles ont pesé sur vous, avec le recul? Bon, elles m'ont donné beaucoup de choses. Elles Mm. m'ont donné cette envie d'être hauteur de, à la hauteur des choses, Mm. d'avoir aspiré à avoir la même dignité qu'ils ne pouvaient avoir. Lorsqu'ils jouaient au golf et qu'il y avait des femmes golfeuses qui suivaient, ils laissaient toujours des petits bonbons pour elles sur C'est mignon. sur la- Alors, vous ne parlez pas beaucoup de votre maman dans le livre. C'était quoi la vie de votre maman? Est-ce que, parce qu'elle a été une femme extrêmement choyée en Égypte, est-ce que elle a toujours eu cette nostalgie? Comment elle s'est réappropriée sa nouvelle vie? C'est deux personnes quand même très différentes, mon père et ma Mm. mère. Euh, je crois que ma mère, elle n'a jamais vraiment renoncé à être Madame Sicurel du Caire. Elle était. euh, Mon père n'avait aucun snobisme, aucune prétention. Il parlait à tout le monde sur le même ton, de la même manière. Ma mère était un peu snob. Il fallait que les choses soient comme elle disait. Si c'était pas comme ça, c'était pas bien. Elle était d'un côté très exigeante. Elle était adorable, oui, bien sûr. Elle était une mère juive égyptienne. Mais elle avait ce côté dont ma sœur, par exemple, a beaucoup souffert. Euh, Ce que faisait ma sœur n'était jamais assez bien. Elle est toujours que. Et ma sœur en a souffert. Et elle a encore aujourd'hui, bien des années après, de la peine à s'en remettre. Je soupçonne que c'est une des raisons pour laquelle elle a quitté l'Europe pour aller en Argentine. Oui, ce qui arrive souvent, les gens qui partent loin fuient. Oui, c'est clair. Oui, oui, Alors, il y a une leçon de tout ça, je trouve, quand vous écrivez. Aujourd'hui encore, je refuse de demander quoi que ce soit à quiconque. Et alors, c'est drôle parce que la semaine dernière, je dialoguais avec l'un des juifs égyptiens les plus connus de la littérature, Tobi Nathan, et il oui. disait exactement la même chose. Les juifs égyptiens ont tout perdu, mais n'ont jamais rien demandé. Ils se sont intégrés, ils se sont reconstruits sans amour. Donc, je trouve qu'on retrouve dans ce que vous dites exactement cette volonté de faire son chemin, de faire sa place, mais de surtout rien demander. C'est une espèce de... C'est une obsession et c'est un désavantage. J'ai envie de déranger personne. Mm. Je,
ça me met mal à l'aise de déranger, de demander quelque chose ou de demander un service. Je ne sais pas d'où ça me vient, mais c'est comme ça. Je ne demanderai pas. J'ai bien l'impression que c'est assez culturel et c'est assez un point commun à toute la communauté. Si je vais faire une étude de comportement, alors on n'a plus beaucoup de temps, mais j'ai quand même plein de choses à faire. J'aimerais revenir avec vous sur l'image de l'Européen. Comment vous avez été accueillis en Suisse? Alors, vous nous avez raconté que vous avez d'abord voulu vous intégrer et devenir un vrai Suisse, après reprendre certaines choses qui étaient propres à vous et à votre personnalité. Comment vous avez été intégré, vous, à l'école, vos parents, parmi les voisins, votre père dans son milieu de travail? Comment vous avez été accueilli en Suisse? C'était l'époque où il y avait peu de gens de cette partie du monde. Je crois que j'ai été extrêmement bien accueilli. Honnêtement, je crois que j'ai été extrêmement bien accueilli. Mon père me disait de savoir être reconnaissant à ces gens qui nous ouvraient les bras. Et bien sûr qu'il y a beaucoup de choses que je n'ai pas aimées, contre lesquelles je me suis révolté, mais je dois dire que j'ai été extrêmement bien accueilli. Ce que j'ai remarqué, c'est que je n'ai pas beaucoup d'amis suisses, vraiment. La plupart de mes amis sont soit libanais, soit orientaux, soit... J'ai peu d'amis vraiment suisses. Je crains de les décevoir, les amis suisses. Les décevoir parce que je sais que je peux tout d'un coup penser autrement. Je peux... oui, je trouve que la folie, elle fait partie de la vie. Que de temps en temps, sans folie, la vie n'existe pas. Tellement d'accord avec vous, à 100%, la vie est ennuyeuse sans folie. Et alors, je me dis, si je me lie trop à cette personne-là, le jour où je vais faire ma folie, il va en souffrir. Je ne veux pas le faire souffrir. C'est drôle. Ouais, c'est intéressant. Vous qui êtes spécialiste du cerveau, il faudrait travailler dessus, hein, Ronald. Alors, j'aimerais terminer juste sur les livres, après on va parler un peu effectivement du reste. Vous finissez en disant, votre petit-fils, tu dois aller en Égypte, tu dois aller voir, tu dois aller sur les traces de la famille Sicurel. Vous n'avez pas peur qu'il ait une image déformée, parce que l'Égypte d'aujourd'hui n'est pas celle d'hier? Vous l'incitez quand même à aller... Oui. Aller voir cette Égypte d'aujourd'hui. Hier n'existe plus, il n'y a plus, non. Il ne trouvera plus rien, il n'y a plus rien. Mais il y a des choses quand même qui sont là. D'abord, toute l'histoire égyptienne, le désert, les pyramides, les temples, les vestiges anciens, et puis aussi la gentillesse du peuple égyptien. Le peuple égyptien est d'une gentillesse incroyable, il est d'un humour incroyable. Il faut que je vous raconte juste une petite histoire. La femme avec qui je vis, Liliane, je l'ai amenée en Égypte il y a une trentaine d'années, et on était en taxi, et on passe à Zamalek, et tout d'un coup, je dis au taxi, arrête-toi, parce que je reconnais à gauche l'immeuble dans lequel nous avons vécu. On descend du taxi, on marche vers cet immeuble, il y a quelques marches à monter, il y avait un vieux monsieur assis sur les marches. Il lève les yeux, il me regarde, il vient vers moi, il m'embrasse les pieds. Il me dit Ibn Salvatore. Ah oui, il vous a pris pour votre père. Un monsieur que je n'avais pas vu depuis l'âge de 12 ans. Et à l'âge de 50 ans, il me reconnaît et me dit Ibn Salvatore. C'est très émouvant, et donc ça sera le mot de la fin sur le livre en tout cas, et j'incite vraiment tout le monde à commander ce livre. Aux États-Unis, donc il est sur Rencontre des auteurs francophones, Mémoire du Caire, souvenirs d'enfance d'un grand-père juif d'Égypte, et puis dans le reste du monde il est sur Amazon, il me semble, hein, Ronald, puisque c'est là que j'avais acheté. Ils peuvent le commander même chez vous, même si vous devez l'envoyer en France ou bien. On verra, mais je pense que c'est pas très intéressant pour Alors, j'aimerais quand même revenir, parce que vous êtes une sacrée personnalité, vous êtes mathématicien, je l'ai dit, philosophe, professeur d'université, auteur de livres scientifiques, alors, parce que ça, c'est vraiment un livre à part, hein, les mémoires, tout le reste est très, très sérieux. Vous avez eu besoin de faire 1000 choses dans votre vie, d'apporter une pierre personnelle dans
pas mal de domaines. C'était important pour vous? Oui, Oui. oui. C'est peut-être aussi caractéristique des Juifs d'Égypte. Il y a un côté éclectique. Lorsque vous disiez vous êtes mathématicien, j'étais en train de penser, mais non, je suis rien du tout. Je suis rien du tout. Euh, je suis rien du tout. Bien sûr, j'ai étudié les mathématiques et ça m'a marqué, c'est sûr. Alors, Mais comme tous les mathématiciens, en vieillissant, on devient philosophe. Euh, Alors, ces 15 dernières années, vous êtes devenu un peu spécialiste du cerveau. Alors, vous ne les ouvrez pas, hein, vous les décortiquez différemment. Vous avez collaboré à pas mal de projets, notamment de modélisation du cerveau humain sur l'ordinateur. Et vous avez publié beaucoup d'ouvrages parce que vous vous opposez à tout ce qui est mécanisation de l'homme de la société. Et globalement, vous dites que l'intelligence artificielle ne remplacera jamais l'homme. Et ça, moi, je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle. J'aimerais bien que vous nous en parliez un petit peu. On aura une émission spéciale sur un autre ouvrage complètement différent, un ouvrage sur la question, et on aura tout loisir d'en parler, mais j'aimerais bien que vous nous en parliez un petit peu. oui, peut-être vous dire pourquoi je me suis intéressé au cerveau et pourquoi j'ai étudié le cerveau. Euh, En fait, l'intérêt de fond depuis toujours, c'est la pensée. Qu'est-ce que signifie le fait de penser? Comment ça se fait que nous pensons? Qu'est-ce que c'est la pensée? Et derrière la pensée, quelle est la nature de la réalité? Quelle est cette réalité qu'il y a là dehors? euh, nous, Notre seul moyen de connaître cette réalité, c'est via notre cerveau. Donc, on n'évite pas le cerveau. Nous nous représentons les choses. Connaître, c'est d'abord pouvoir se représenter. Ça veut dire se faire une image, se faire un objet à l'intérieur qui représente, qui est en relation avec quelque chose d'extérieur. Alors, comment est-ce que nous faisons ces représentations? C'est un mystère pendant très longtemps. Euh, on ne peut pas admettre que nous percevons les choses telles qu'elles sont. Ça ne marche pas de penser ça. Je ne vois pas comme un appareil de photo. Je ne vois pas une image de ce qu'il y a dehors. Ce sont les émotions qui modèlent la pensée. En fait, on sait depuis relativement récemment que c'est le cerveau qui initie la perception. Je m'attends à quelque chose et je teste mes attentes avec mes sens. Sans arrêt, le cerveau est une machine à fabriquer des attentes. Je m'attends à. Vous attendez à ce que mon prochain mot soit, et s'il n'est pas ce que vous attendez, vous êtes surprise. Vous attendez à ce que je vous fasse un sourire, mais si je vous fais une sale tête, vous êtes surprise. Donc, sans arrêt, nous fonctionnons par attente, mais tout dans le cerveau fonctionne par attente. Nous ne percevons pas, je ne perçois pas ce verre devant moi, je m'attends à voir quelque chose et mes sens me confirment que c'est un verre. L'autre idée, qui serait une perception directe, je vois ce qui est, ne marche pas. La preuve, c'est que de toutes ces perceptions sensorielles, visuelles, auditives, tactiles qui nous parviennent, elles ne parviennent pas en même temps au cerveau. Elles parviennent décalées. Les chemins qui conduisent au cerveau sont différents. Alors il se pose un problème. Comment est-ce que de toutes ces perceptions décalées, est-ce qu'on forme une unité? La seule réponse possible, c'est que nous commençons par former l'unité et nous la testons avec les sens. Alors c'est une découverte, c'est probablement la découverte concernant le cerveau la plus importante du siècle dernier. C'est absolument fondamental. Donc ça s'oppose complètement à l'intelligence artificielle et à cette volonté de tout mécaniser, donc finalement. Alors, ça va contre l'intelligence artificielle, ce que je suis en train de vous dire. Donc, je me suis intéressé au cerveau d'abord à cause des mathématiques et d'abord précisément à cause d'un théorème de mathématiques que j'ai découvert lorsque j'avais 25 ans. Et
Ce théorème, il vous dit en gros que dans un système formel, dans un langage, il y a toujours des choses vraies que le langage ne peut pas prouver être vraies. C'est compréhensible, ça? Oui, je crois. Hein. Oui. Oui, ça me paraît tout à fait compréhensible. Alors, si le langage ne peut pas prouver être vrai, comment est-ce que nous savons qu'elles sont vraies? Qu'est-ce qui se passe dans le cerveau qui nous donne ce sens du vrai que le langage ne peut pas nous donner? Et donc, vous parliez de simuler sur un ordinateur un cerveau. Une simulation, c'est forcément écrit en langage informatique. Donc, ce que dit ce théorème, c'est qu'il y a des choses qu'une simulation ne peut pas faire et que le cerveau peut faire. Donc, il y a une différence entre un mécanisme, comme un ordinateur, qui est un objet mécanique, et un organisme, comme un être vivant. La différence, c'est que l'un a été fabriqué et l'autre a évolué. Et on ne peut pas fabriquer quelque chose qui évolue. Eh ben moi, je trouve que tout ça, c'est une très bonne nouvelle. et on va en parler d'ici quelques mois avec un second livre qui parle justement du sujet. Moi, avant de partir, alors on a Joseph Lichbia d'Alexandrie qui a dit qu'il a assisté donc à toute cette discussion avec beaucoup de nostalgie. Qu'il a noté beaucoup de similitudes entre votre vie et puis certaines parties de son existence, mais je pense que tous les Juifs d'Égypte qui étaient là ce soir à Paris et à midi à New York et qui vont revoir en replay cette interview vont se retrouver. Merci de ce voyage dans le temps, parce que c'était vraiment un voyage dans le temps, dans l'espace et dans une autre dimension, une dimension multiculturelle. Et je trouve que dans le monde dans lequel on vit, où les gens se détestent, ça fait du bien de replonger dans cette Égypte d'avant où les gens s'aimaient. Donc voilà, où les communautés savaient vivre ensemble. Merci beaucoup. Merci Ronald de Toussaint. On va se retrouver dans quelques mois. Je vous adresse de bonnes fêtes de fin d'année. J'adresse de bonnes fêtes de fin d'année à l'ensemble des gens qui nous regardent aujourd'hui. Voilà, c'était la dernière émission pour 2020. On a beaucoup d'auteurs déjà programmés pour 2021. Je vous invite à aller sur le site Rencontre des auteurs francophones à la page émission programme et vous verrez que jusqu'à fin avril, on a déjà un joli programme. Je vous rappelle aussi que l'émission devient hebdomadaire à partir de 2020. Plus de travail pour moi, mais plus de bonheur aussi. Donc voilà, merci Ronald. Bonne soirée, bonne fête de fin d'année. Et à tout le monde, et bonnes fêtes de fin d'année. Voilà, je vous embrasse tous. Moi aussi, je suis ravie de poursuivre cette discussion qu'on a un peu coupée. On n'avait pas beaucoup de temps sur le cerveau parce que ça va être passionnant et je sais qu'il y a des gens qui en attendent beaucoup. Merci Ronald, merci à tous. Au revoir.